Bonjour tout le monde. On va continuer ce qu'on avait entamé hier. On avait commencé avec les deux exercices. On passera au troisième exercice maintenant. Si je vois l'énoncé, c'est toujours ce qui permet de faire une révision implicite du contenu du cours. Donc l'exercice 3, c'est deux questions. La première, à quel problème répond une infrastructure de gestion de clés qu'on appelle PKI? C'est-à-dire pourquoi qu'on a mis en œuvre une infrastructure PKI et dans quel but elle a été mise en œuvre pour avoir cette infrastructure et donc savoir quelle est son utilité dans le système qui est lié, comme son nom l'indique, c'est un système de gestion de clés. Et donc, vous devez répondre à la question pour dire quelle est l'utilité, quel est le but, dans quel but cette infrastructure elle a été mise en œuvre. Ensuite, on vous demande de décrire sa structure, c'est-à-dire comment que cette structure fonctionne et quelles sont toutes les étapes à mettre en œuvre pour réaliser cette gestion de clés. Donc ça, je répète, c'est quasiment le contenu du cours qui a été donné et qui permet d'expliquer tous ces éléments-là. Je vous rappelle que j'avais posté les exercices hier sur la plateforme modèle USTHB. Et donc, qu'il fallait peut-être jeter un coup d'œil pour pouvoir préparer les réponses en conséquence. Alors, pour la première question, j'attends les réponses pour dire quel est le problème qui a poussé à mettre en œuvre cette infrastructure de gestion de clés. Alors, j'attends vos contributions. Alors, première proposition, celle de Hamadesh, en disant que c'est la nécessité de disposer des clés de chiffrement pour mettre en œuvre un système de chiffrement asymétrique. Est-ce que tu peux être un peu plus précise pour dire, parce que là, on a posé le problème. Quel est le problème qui a poussé à réaliser la deuxième, ça consiste à dire identification des entités du réseau par une partie tierce de confiance. Une troisième, la nécessité de mémoriser l'ensemble des clés. À vrai dire, on a dit qu'il fallait éviter de mémoriser parce qu'il va y avoir des millions de clés, donc on ne pouvait pas les mémoriser. Ce n'est pas le problème de mémorisation. Alors, si on analyse les choses, c'était quoi? C'était, si vous vous rappelez, on a commencé par les clés, au départ, on a commencé par les clés symétriques. Et donc, les clés symétriques, on avait dit qu'il y a une clé qui est partagée entre deux entités. Et donc, à chaque fois que je veux chiffrer, il faudrait qu'il y ait un secret, une clé secrète partagée entre deux entités. Or, si on veut partager un secret entre deux entités, et donc quand je dis deux entités, ça ne veut pas dire que c'est uniquement deux, hein. C'est le partage 2 à 2, c'est-à-dire que si un interlocuteur connaît 10 personnes, donc il doit partager 10 secrets. Donc avec chaque personne, il y a un secret. Et donc le problème qui se posait principalement avec cette méthode, c'était quoi? C'était de dire, tiens,
je dois partager une clé, ça veut dire que je dois connaître le partenaire. Donc ça, c'est la première des choses. Et le problème qui est posé aussi, c'est qu'à chaque fois que le nombre de partenaires augmente, automatiquement, le nombre de clés de secrets qui sont partagés va augmenter. Et donc, naturellement, si on se met à l'échelle mondiale, on va avoir des milliards de clés. Donc, chose qui est quasiment impossible à mémoriser et à identifier. Alors, on s'est dit, il y a un deuxième problème, c'est quoi? C'est que le partage se fait entre deux interlocuteurs qui se connaissent. Maintenant, si tu veux un interlocuteur que tu ne connais pas a priori, ça c'est un peu ce qui se passe dans la vie courante, quand tu veux acheter quelque chose. Donc en général, tu t'adresses à un marchand quelconque et tu vas acheter le produit. Et dans cette situation, tu n'es pas obligé de connaître cette personne. Tu peux acheter chez une personne que tu ne connais même pas. C'est le même phénomène qui se pose sur Internet. Ça veut dire que sur Internet, si tu as besoin d'une information quelconque, tu peux chercher grâce à des applications telles que Google, par exemple. Tu arrives à savoir qu'il y a tel serveur qui a cette information, donc tu vas t'adresser à ce serveur. Et là, tu veux t'adresser à ce serveur d'une manière sécurisée, particulièrement quand il s'agit, par exemple, des applications sensibles, telles que les applications, par exemple, de commerce électronique ou des applications, par exemple, de e-government où on a des applications administratives, où on doit échanger des documents secrets, etc. Là, tu ne connais pas a priori le partenaire. Donc, le partenaire, tu vas le découvrir. Ensuite, tu veux communiquer d'une manière sécurisée. Et là, le problème, c'est quoi? Comment qu'il a été justement réglé? C'est grâce à cette infrastructure de gestion de clés. Donc, l'infrastructure de gestion de clés, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, tout simplement, à chaque entité, elle va lui délivrer un certificat numérique. Et dans ce certificat numérique, il va y avoir la clé publique de cette entité. Et par la suite, quand on veut communiquer avec une entité, grâce au certificat, on peut utiliser la clé publique du partenaire. Et ce qui est intéressant, on est sûr que cette clé appartient à cette entité. Pourquoi? Parce que le certificat numérique, il n'est délivré que par la suite un processus d'identification qui permet de s'assurer effectivement que cette entité existe bel et bien et que c'est bien les coordonnées de cette entité. Et ensuite, on lui affecte la clé publique. Et du coup, à l'usage de la clé publique, on est sûr que cette clé publique appartient effectivement à l'entité qui déclare cette clé. Et du coup, on a réglé les deux problèmes. Le premier problème, c'est quoi? C'est la connaissance a priori du partenaire, qu'on n'est pas obligé de le connaître a priori, qu'on peut le découvrir et ensuite communiquer avec lui. Le deuxième problème, c'est quoi? On n'est pas obligé de mémoriser les clés. Pourquoi? Parce qu'il suffit que le partenaire nous envoie son certificat numérique, on peut découvrir la clé et l'utiliser. Et du coup, on a pu régler ces deux problèmes. Et ces deux problèmes ont pu être réglés grâce à cette infrastructure de gestion de clés qui est communément appelée PKI, qui veut dire Public Key Infrastructure. Et donc, ça, c'est ce qui permet de répondre à la première tranche de la question pour dire que les algorithmes à clé publique sont sûrs. Donc, le problème est d'avoir la preuve qu'une clé publique est bien la clé publique de la personne avec laquelle on communique. Une PKI résout ce problème en mettant en place une autorité de confiance qui va certifier les clés publiques en précisant, bien entendu, que la clé, elle est valide, etc. Donc, ça, c'est le problème qui a été résolu par l'infrastructure de clé publique. Donc, dans cette infrastructure de clé publique, on a résolu le problème de la connaissance a priori, donc ce n'est plus une condition. Donc, on peut ne pas connaître le partenaire et communiquer avec lui.
Deuxième problème, c'est de ne pas mémoriser les clés. Pourquoi? Parce que dès qu'on a le certificat, on peut découvrir cette clé. Et l'exemple, on l'a déjà vu, si vous vous rappelez, quand on a étudié SSL. Avec SSL, on a pu mettre le protocole HTTPS et on communique avec un serveur d'une manière sécurisée. Donc, si vous vous rappelez, on avait dit qu'il y avait une première étape de négociation qui permet au serveur de présenter son certificat numérique. Dès qu'il présente son certificat numérique, le client peut automatiquement prendre connaissance de cette clé. Donc, il est sûr que cette clé est valide. Pourquoi? Parce que dans le certificat, il y a un ensemble d'informations qui permettent de confirmer ça, entre autres la validité de la clé. Il y a aussi l'autorité qui a délivré ce certificat. Donc, si c'est une autorité de confiance, c'est-à-dire à laquelle on fait confiance, donc il n'y a pas de problème. Si ce n'est une autorité qu'on ne connaît pas, on va voir est-ce qu'il y a une autre autorité de confiance qu'on connaît et qui, elle, fait confiance à l'autre. Donc, par transitivité, ça devient une tiers de confiance. Sinon, l'autorité, si elle est inconnue, automatiquement, le certificat n'est pas digne de confiance. Et donc, et en plus, le certificat, rappelez-vous, on avait dit que le certificat était signé. Et vous savez que le mécanisme de signature est universellement vérifiable, c'est-à-dire que chacun peut vérifier la signature du certificat. S'il trouve que la signature est valide, ça veut dire que aussi ce certificat est valide et bel et bien valide, qui a été délivré par l'autorité de confiance qui a délivré ce certificat. Alors, deuxième question, c'est par rapport à la structure de cette infrastructure, puisqu'on avait dit que là, on a vu quelle était la problématique et quel est l'objectif de mettre en place la PKI. La deuxième question, ça vous demande de décrire cette structure PKI, c'est-à-dire quels sont. On peut décrire la structure par deux éléments, c'est-à-dire on la décrit par ses composants et on la décrit par ses fonctionnalités, c'est-à-dire que voici les composants de l'infrastructure et voici la fonction de chaque composant. Et du coup, on a une description complète de la PKI. Pourquoi? Parce qu'on sait quels sont les éléments qui constituent la PKI. Et deuxième élément, on sait quelle est la fonctionnalité de chaque composant. Et du coup, on a une description totale et globale de la structure PKI. Donc, d'après vous, quelle est la structure de cette PKI? Rania, Hafaz, allez-y, on t'écoute, puisque tu as donné le truc en premier. Donc, je trouve le nom. Je n'arrive pas à trouver une thèse là. Bon, donc Harzali, elle a un problème de truc, de micro. Je passe à tiens, Hania Tazgat, on t'écoute. Donc, bonjour à tous. L'autorité de certification est composée de trois entités principales, qui sont l'autorité d'enregistrement, qui reçoit les requêtes des utilisateurs ou les entités qui veulent avoir un certificat. La deuxième, c'est l'autorité de certification qui génère les clés publiques et privées. Et le troisième, c'est l'opérateur qui prend le certificat numérique et le met dans un support numérique. Dans l'autorité d'enregistrement,
Comment on vérifie l'identité? C'est de parler plus fort. Donc la question c'est comment identifier ou vérifier l'identité de l'entité. Par, par la vérification de la clé publique. Non, non. C'est une étape qui vient avant la clé publique. Ça, c'est l'autorité d'enregistrement. Donc, dans l'autorité d'enregistrement, la première des choses à faire, c'est de vérifier l'identité de l'entité. Est-ce que quelqu'un a une réponse? Est-ce que quelqu'un peut donner une réponse à ça? Donc, on a l'autorité d'enregistrement. Et donc, j'ai dit, le problème, c'est quoi? C'est comment identifier l'identité de l'entité à laquelle on va attribuer un certificat numérique. Par la vérification du certificat numérique. Non, non, le certificat, il viendra après. La preuve, tu viens de dire que l'autorité de certification, c'est elle qui délivre le certificat. Mais avant d'arriver à ça, on passe par l'autorité d'enregistrement. Donc, dans l'autorité d'enregistrement, parmi les choses qu'on doit faire, c'est vérifier l'identité de l'entité. Il n'y a pas de réponse. Personne n'a une réponse. Bon, alors la réponse, elle est la suivante, c'est vous avez l'autorité d'enregistrement. Donc ça, c'est la première étape. Ça veut dire que quelqu'un, il veut demander un certificat numérique qu'il va utiliser. Ça veut dire qu'il va avoir possession de sa clé publique et sa clé privée. Alors, quand il va demander ça, l'autorité de confiance, qui est l'autorité de certification, globalement, elle va, la première des choses, s'assurer de cette entité. Alors, j'ai bien utilisé le terme entité et je n'ai pas utilisé le terme utilisateur, etc. C'est parce que l'entité, elle peut être une entité physique, c'est-à-dire qu'un être humain qui va utiliser ça. Ça peut être une entreprise, ça peut être un serveur web, donc ça peut être n'importe quel type qui communique. Ça peut être même maintenant avec les nouveautés, ça peut être un objet connecté, c'est-à-dire Internet of Things. Et donc, pour réaliser l'identification, la première des choses, l'autorité d'enregistrement, qu'est-ce qu'elle va demander? Elle va demander des informations qui confirment l'identité. Par exemple, si c'est un être humain, on va lui demander sa carte d'identité. On va lui demander une photo. Et on va lui demander aussi d'être présent. Donc physiquement, il est là, on voit la photo, on voit la carte d'identité, et c'est comme ça qu'on fait le lien entre la personne physique et les papiers qui permettent de confirmer cette identité. Si par contre, tu as une entreprise, c'est pas une personne. Une entreprise, c'est quoi? C'est une entité qui exerce dans le domaine, je dirais, commercial ou domaine financier ou n'importe quel domaine dans lequel elle se trouve. Donc, pour identifier une entreprise, ben, c'est très simple. Une entreprise qui est légale, elle doit avoir un registre de commerce. Donc, du coup, on va demander l'information du registre de commerce pour dire que cette entreprise existe bel et bien. Et on va demander les informations de cette entreprise pour dire cette entreprise, quel est son numéro fiscal, quel est son numéro d'enregistrement au niveau du registre commerce, quel est le propriétaire ou les propriétaires de cette entreprise, etc.
Et bien entendu, on peut donner même le site web officiel de cette entreprise. Et donc, tous ces éléments-là nous permettent de confirmer l'existence de l'entreprise. Au même titre, ce qu'on a vu avec SSL, tu as un serveur web. Ce serveur web qui existe, ben, il a bien une identité. Pourquoi? Parce que le fait qu'il existe sur l'Internet, ça veut dire qu'il a une adresse IP. Donc, on doit connaître quelle est son adresse IP. Son adresse IP qui appartient à un propriétaire qui gère cette adresse IP. Et bien entendu, il a aussi ce qu'on appelle son adresse DNS. Parce que quand tu veux accéder à un serveur web, en général, tu tapes l'adresse de ce serveur web. Et donc, cette adresse aussi fait office d'identification du serveur web. Et c'est comme ça qu'on arrive à identifier le serveur web. Et là, je vous ai donné 3 exemples différents. Ce sont des entités. Et chaque entité, on va lui demander les informations nécessaires pour l'identifier, pour dire qu'effectivement, c'est cette entité qui existe bel et bien, à qui on va affecter le certificat numérique. Et donc, ça, c'est le travail de l'autorité d'enregistrement. Donc, une fois que l'autorité d'enregistrement a fait ce boulot, ça veut dire qu'on est sûr de l'identification de cette entité. Ensuite, on passe à l'autorité de certification qui, elle, va générer la clé publique et la clé privée et elle va créer le certificat numérique. Et ce certificat numérique comporte un ensemble d'informations liées au propriétaire du certificat, ainsi que la clé, la date de validité, etc. etc. Et une fois que c'est fait, ce certificat-là, bien entendu, on a ce qu'on appelle l'opérateur de distribution. Donc, cet opérateur de distribution permet de distribuer particulièrement la clé privée d'une manière sécurisée. Alors, en général, vous avez votre clé qui peut être soit dans une carte à puce, telle que les cartes bancaires et autres, etc. Tu peux avoir aussi des clé USB, comme tu peux l'avoir sur un document cacheté, etc. Et donc, on a toutes ces formes de distribution d'une manière sécurisée de la clé privée. Par contre, la clé publique, comme son nom l'indique, elle est publique. En général, elle est mise sur un serveur du type LDAP où on va publier les clés publiques qui sont à la portée de tout le monde pour pouvoir les utiliser. Et donc ça, ce qui permet de décrire cette infrastructure, elle est composée de 3 éléments ou 3 composants. L'autorité d'enregistrement, l'autorité de certification et l'autorité de l'opérateur de distribution. Et donc, qui travaillent en collaboration pour mettre en œuvre la production de certificats numériques qui permettent de faire cette association entre une clé publique et une entité. Ça veut dire que on trouvera la liaison implicite qui existe, qui est décrite dans le certificat numérique. Tu as telle clé publique, elle est le propriétaire, il est donné dans le certificat numérique. Donc, on sait quel est le propriétaire de cette clé publique. Et c'est comme ça qu'on a, par la suite, l'assurance de communiquer d'une manière sécurisée. Pourquoi? Parce qu'on utilise la clé qui appartient bel et bien à l'entité avec laquelle on est en train de communiquer. Donc, ça, c'est la description de l'infrastructure à travers ses composants, d'une part, et à travers les je dirais, les fonctionnalités de chaque composant. Et donc, vous avez la description, donc ce n'est autre qu'une reprise du cours qui permettra d'avoir, vous avez les 3 éléments, l'autorité d'enregistrement, l'autorité de certification et l'opérateur de publication ou le service de publication. Et donc, dans le service de publication, il y a 2 aspects, à vrai dire, parce que ça permettra de distribuer les clés privées aux propriétaires d'une manière sécurisée. Ça permet aussi de faire un travail supplémentaire qui est, à un moment donné, un certificat, il a une durée de vie. Ça veut dire que quand la durée de vie est épuisée, automatiquement, ce certificat n'est plus valide. Et donc là, on peut le mettre dans la liste des certificats non valides. On peut aussi avoir d'autres situations où quelqu'un qui a perdu
je dirais, le support de sa clé privée, telle qu'une carte bancaire ou une carte, par exemple, chez nous maintenant, vous avez la carte d'identité biométrique qui elle-même, c'est une carte à puce qui contient la clé privée. Si à un moment donné, vous l'avez égarée, perdue, donc automatiquement, on est obligé de vous, après avoir fait la procédure administrative pour dire que la carte est perdue, je dois créer une nouvelle carte. Donc, quand on crée la nouvelle carte, ça veut dire qu'il faut annuler l'ancienne carte. Comme ça, personne ne pourra l'utiliser. Comment on peut annuler l'ancienne carte? C'est juste par un mécanisme, ce qu'on appelle la révocation de la clé du certificat. La révocation de certificat, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, l'autorité va déclarer que tel certificat est révoqué. Ça veut dire qu'il n'est plus utilisable. Ce qui voudra dire implicitement que la clé publique qui se trouve dans ce certificat, on ne peut plus l'utiliser. Et donc là, ça permettra de neutraliser l'utilisation d'une clé publique, même si elle est toujours en cours de validité, parce qu'il y a eu un problème, donc automatiquement, on va l'éliminer. Et ça, c'est le travail de service de publication, l'opérateur de publication, qui va annuler dans certaines circonstances une clé publique, même si elle est en cours de validité. Alors, ça, c'est pour les réponses à l'exercice 3. Maintenant, on passe à l'exercice suivant. L'exercice 4, le voici. Alors, ce qu'on a, vous avez Alice et Bob qui veulent partager une clé secrète en utilisant Diffie-Hellman. La valeur secrète choisie par Alice est X, celle de Bob est Y. Les valeurs échangées entre Alice et Bob, c'est Z1 qui est égal à A à la puissance X. Alors ici, on a encore utilisé une autre variable pour vous dire qu'on peut changer des variables, ce n'est pas un problème. Donc une fois, on avait utilisé Y, une fois, on a utilisé G, maintenant, j'utilise A. Au niveau mathématique, il n'y a aucun problème. Tu utilises une variable à la place de l'autre, ça ne pose aucun problème parce qu'une variable, elle reste toujours symbolique. Donc ici, les valeurs échangées par Alice vers Bob, c'est A à la puissance. Regardez, parce que X, c'est le secret de Alice, donc c'est elle qui calcule cette valeur et qui est envoyée vers Bob. La deuxième, Z2, c'est A à la puissance Y, ça c'est le symbole de le secret de Bob. Alors, vous avez les valeurs qui sont celles de P, le modulo, c'est 71, celle de G, non, plutôt, je me suis trompé ici, c'est A, à vrai dire, à la place de G, parce que là, j'ai fait exprès, j'ai oublié de changer ici. Donc, le A, c'est à vrai dire le G. Donc, ça, c'est pour l'information, c'est-à-dire les données de mon problème. Alors, voici les questions maintenant. Donner les deux paires possibles, X, Y, telles que la clé partagée vaut 1. Donc, c'est un peu dans le même esprit, si vous vous rappelez ce qu'on a fait avec l'épreuve online, c'est dans le même esprit. Et donc, on vous demande de trouver une paire de clés secrètes, c'est-à-dire de Alice et de Bob, parce que Alice choisit X et Bob choisit Y. Quelle est la valeur de X et quelle est la valeur de Y qui nous permettent d'obtenir une clé partagée K est égale à 1. Donc, si vous avez compris hier, quand j'ai donné le corrigé de l'exercice, normalement, c'est le même esprit ici qui est retrouvé et qui vous permet effectivement de pouvoir arriver à votre, je dirais, à votre solution. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire?
Alors, je peux vous essayer de vous guider un peu. La clé partagée, quelle est sa formule? Quelle est la formule de Alors, la formule de la clé partagée, c'est quoi? Ce n'est autre que G à la puissance X, Y. C'est ça la clé, qui est calculée en fin de parcours par Alice ou par Bob. Ça veut dire quoi? Ça veut dire G à la puissance X, Y, modulo P. Donc, G à la puissance X, Y, ce n'est autre que, je peux l'écrire autrement pour dire, c'est G à la puissance I, modulo P. Et donc, pour trouver la solution, c'est, là j'ai reçu une bonne réponse, celle de Hamadesh, c'est le même esprit, c'est ce qu'on a fait avec le cours, et avec le test. Et la solution, c'est quoi? C'est que comme les paramètres ici, c'est des paramètres qui sont passés, qui ne sont pas des paramètres très très grands, c'est des petits paramètres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va s'amuser à faire le calcul de 7 à la puissance i modulo 71. Donc, je vais faire 7 à la puissance 1, 7 à la puissance 2, 7 à la puissance 3, etc., jusqu'à la dernière valeur. Ensuite, ça va être cyclique. Ça veut dire que on va essayer de faire les valeurs jusqu'à arriver à 70. Et donc, vous calculez les différentes valeurs, et dès que vous trouvez que 7 à la puissance i égale à 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, c'est ce i-là qui nous permet de donner la valeur 1. Or, ce i, c'est quoi? Tel qu'on l'a expliqué tout à l'heure, c'est g à la puissance xy. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai i qui est égal à x fois y. Ça veut dire tout simplement le i que vous allez trouver, vous allez le décomposer en un produit de deux éléments, x, y. C'est-à-dire que i est égal au produit de x, y. Et du coup, comme ça, vous avez trouvé la valeur de la bonne valeur. Et donc, vous trouvez le couple de paires qui donne cette solution. Alors, toujours Hamadesh qui va un peu plus vite que vous, elle a trouvé la moitié de la solution. Ça veut dire qu'elle a fait les calculs. La bonne valeur, c'est quoi? C'est 7 à la puissance 70. Donc, 7 à la puissance 70 modulo 71, c'est égal à 1. Donc là, ça veut dire qu'on a déjà trouvé la moitié de la solution. Donc, moralité, c'est quoi? I qui est égal à 70. Et I, je dois l'écrire sous la forme X fois Y. Donc, on doit décomposer ce I en deux facteurs qui sont X et Y. Donc, je suppose que la décomposition de I, elle est très facile. Donc, si tu prends 70, c'est quoi? C'est 7 fois 10. Donc, le couple de valeurs qu'on doit trouver, c'est le couple 7 et 10. Alors, comme la décomposition n'est pas unique, tu peux inverser les choses. Ça veut dire que tu peux mettre x égale à 10 et y égale à 7. Donc là, tu as les deux. C'est pour ça que donner les deux paires possibles. Donc c'est pour ça qu'on a dit donner deux paires possibles. On va dire qu'il peut y en avoir plus que ça. Pourquoi? Parce que 70, tu peux faire sa décomposition. 70, c'est quoi? C'est 7 fois 2 fois 5. Et donc là, tu as 7 fois 2 fois 5. Tu peux combiner ça, tu peux avoir plusieurs paires. Nous, on a choisi juste les paires les plus simples, c'est 70, c'est 7 fois 10. Et donc, on peut avoir les deux paires, c'est-à-dire x égale à 7 et y égale à 10. Et ça peut être inversement, c'est x qui est égal à 10 et y égale à 7. Mais il n'y a pas uniquement ça, parce que la décomposition de 70, je vous ai montré ça, c'est 7 fois 2 fois 5. Et donc là, tu peux combiner. Tu peux prendre 7 tout seul et ce qui te reste, c'est 10. Tu peux prendre 7 avec 2, ça veut dire c'est 14 et l'autre c'est 5 et ainsi de suite. Donc tu fais toutes les combinaisons, tu peux avoir 2 à part et tu peux avoir 7 fois 5 qui est 35. Donc le couple, tu peux trouver 7, 35, etc. Et donc là, c'est la solution qui consiste à réaliser la décomposition de je dirais, cet exercice. Alors,
Ça, c'est pour le premier. Pour le deuxième, on vous demande, il y a un attaquant qui prend connaissance du produit Z, Z1 fois Z2 est égal à 7. Alors, quelle est la paire de clés? Parce que s'il prend connaissance du produit lui-même, il peut réaliser, je dirais, il peut réaliser cette décomposition. Ça veut dire que tu peux trouver aussi la valeur je dirais, de x, y qui permettent de satisfaire l'attaquant. Alors, à vrai dire que si vous réfléchissez un peu, cette question, elle dépend de la première. Pourquoi? Parce que regardez, c'est l'attaquant qui prend connaissance du produit Z1 fois Z2 qui est égal à 7. Ça veut dire qu'il y a un premier produit et un deuxième produit. Un premier produit possible, c'est quoi? C'est la question précédente. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que 1. Donc, on sait que 1 fois 7 est égal à 7. Et donc, du coup, tu peux déduire facilement la paire XY. Pourquoi? Parce que le 1, il a été produit par la puissance 70. Et le deuxième, le 7, il est produit par la puissance 1. Parce que 7 à la puissance 1, c'est 1. Et donc là, la réponse, ça va être quoi? Ça va être 1, 70 ou bien 70, 1. Et donc ça, ce qui permet de répondre à la question. Donc je donne ici la solution. Donc là, pour donner les deux paires, non, là, c'était un mauvais choix. C'est pas 2. C'est pas 2,36, mais le résultat, c'est 7 et 10, ou bien 10 et 7. Là, je me suis trompé quand j'ai repris les calculs, c'est pas la bonne réponse. Donc, la bonne réponse, c'est 7 et 10, ou bien 10 et 7. Ensuite, pour le deuxième, il s'agit d'utiliser le premier. Donc, le premier, on a pu trouver que 7, c'est quoi? C'est le produit de 1 fois 7. Donc, le 1, c'est quoi? On a pu le trouver dans la première question, que c'était le 70. Alors, ici, là aussi, il y a une petite erreur qui s'est glissée. Donc, c'est le 70 et le 1, ou bien le 1 et 70. Et